Abdeslam Sadeghi. Merci, c'est Rachid. Je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi et de l'action sociale et que vous êtes membre du bureau politique du PPS, Parti des progrès et des socialismes. Est-ce que je peux vous dire que le PPS peut-être aborde sa rentrée politique la plus compliquée de ces 20 dernières années? D'abord, je tiens à vous remercier, c'est Rachid, de m'avoir invité. Et j'apprécie énormément ton émission parce qu'il y a un débat sans complaisance et j'aime bien ce genre de rencontre. Ça me plaît. Qui dit sans complaisance, dit alors on ne va pas être complaisant. Et c'est important. Est-ce que la question PPS, rentrée politique, la rentrée politique la plus compliquée pour le parti depuis 20 ans? Le PPS a connu de plus compliqué que ça dans son itinéraire. Ce n'est pas un parti qui est un nouveau-né, il a 75 ans d'existence. Il est prêt il a les moyens de gérer toutes les situations possibles. Et nous gérons ce passage, si je peux me permettre ainsi, nous le gérons avec célérité, avec maturité aussi. Bon, il y a eu des discussions au sein des bureaux politiques. Et l'on est sorti un premier communiqué. Il va y en avoir, nous avons continué à débattre jusqu'au 22 septembre, le jour de la réunion du comité central, qui sera amené à prendre la décision définitive. Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui? Est-ce que c'est le fait que, lors de la rencontre entre Saladin Otmani, avec son costume et sa casquette de secrétaire général du PJD et en même temps du chef de gouvernement, et Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du BPS, il n'y a rien qui est sorti de palpable en disant, je crois savoir que vous n'avez pas été convaincu, en tout cas votre formation politique, par les arguments et les justifications de Saladin Otmani? Il n'y a pas de justificatif. D'après ce que je sais, même si je n'étais pas à la réunion du bureau politique, lors de la réunion avec le chef du gouvernement, donc 2 jours avant la réunion du bureau politique, Saladin Otmani est resté sur des propos évasifs, sans rien dire de concret. Nous, comme on l'a dit dans le communiqué, ce n'est pas le limogeage de Sharafat qui nous a fait mal, en quelque sorte. Ça fait, à la limite, c'est normal, quand on a des responsabilités. On peut s'attendre à tout. C'est la manière. J'ai l'impression qu'en fait, ça pose pour le PPS, donc votre formation politique, vous êtes plus sur un problème de forme que de fond. Il y a les deux à la fois. Parce que sur le fond, il y a quand même un rapport de la Cour des comptes qui est accablant sur la gestion de la politique de l'eau de ces dernières années. Mais c'est Rachid, oui. Attends, ne confondons pas les choses. Il y a des moments où la forme compte autant, sinon plus que le fond. Et là, en l'occurrence, c'est le cas pour vous? En état d'espèce, c'est la forme qui compte. Parce que vous faites allusion au rapport de la Cour des comptes. J'ai pris le soin de le feuilleter, de le lire, parce que ça fait 700 pages. Mais je lis le rapport de synthèse qui est de 240 pages. Il n'y a pas que la politique de l'eau qui est mise à l'index. Mais elle a été mise à l'index. Elle est mise à l'index, mais il y a d'autres. La retarde sur la construction de barrages. Le secteur qui a été le plus mis à l'index, bon, je ne peux pas les citer par respect. Il y a pratiquement tous les secteurs d'activité, ils sont mis à l'index. Donc, donc, à la limite, mais s'il fallait. Nous, il fallait donner. Enfin, si ça a été dit comme ça, que c'est un problème de gestion, etc., bon. On l'admet et puis on ferme. En tout cas, Saladin Otmani n'a pas été convaincant à vos yeux. Il n'a pas été convaincant. On attend que Otmani sorte de son silence, qu'il ait le courage qu'il faut pour nous dire exactement ce qu'il en est. Et à ce moment-là, en tout cas, pour l'instant, il est en Chine, il est à Pékin pour le sommet. J'espère qu'il va rentrer le plus tôt possible. Au niveau du parti, vous en voulez beaucoup à Saladin Otmani dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, l'espèce de bras de fer avec. Parce que nous sommes habitués à la fidélité, à l'alliance. Durant toute notre histoire, la participation au gouvernement, depuis le gouvernement Yousfi jusqu'à maintenant, on ne nous a jamais reproché le manque de fidélité. Nous, quand fidélité, ça veut dire quoi? Fidélité au programme. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, après ça au niveau du PPS, d'avoir été trahi par le PJD? Peut-être le mot trahison est fort, mais presque. C'est presque. C'est comme ça que vous le vivez au sein du parti? C'est presque. Personnellement, c'est comme ça que je le vis, parce que nous sommes quand même des alliés sereins, des alliés fidèles. Il faut qu'il y ait une franchise entre nous. D'ailleurs, et là je vais aller plus loin, cette question-là ne fait pas mal au parti. Il fait mal au PJD davantage. Si tu suis actuellement le débat à l'intérieur du PJD, c'est divisé en deux.
Il y a beaucoup de gens Mais qui se sont... le pays est fractionné et divisé en fractionné, deux. et ça va continuer à être fractionné. Depuis un petit moment, pas forcément, c'est pas lié à cette situation avec le PJD. Cette question-là de l'alliance avec le PPS, elle a aggravé les choses. Et je lis ce qui s'écrit au sein du PJD. D'ailleurs, le PJD, il y a une réunion du Conseil ils ont une réunion du Conseil national extraordinaire, le Conseil national, mais qui était prévu apparemment, qui était prévu déjà de longue date. D'après ce qu'ils ont dit, oui, c'était prévu déjà, ça avait été fixé au mois de juillet. Drôle de coïncidence d'agenda en quelque sorte. Des fois, c'est le hasard. Hein. Mais on va fait voir. bien ou mal les choses, mais des fois, contrairement à ce qu'ils ont dit, dans un truc officiel, cette question-là va dominer, je crois, les travaux de leur Conseil national. En tout cas, quelle est la position aujourd'hui, c'est-à-dire position tendance du PPS? Est-ce que c'est plus quitter le gouvernement? C'est une situation, d'ailleurs, une position qu'a appelée le Conseil des sages de votre parti. Ou c'est de se dire plutôt la position de Nabil Ben Abdallah, c'est de dire wait and see, on attend de voir. Pour être sincèrement, alors qu'il est, je ne suis pas en mesure de vous dire quelle est la position qui domine, qui l'emporte sur. Est-ce qu'on va sortir, on va rester? Ce que je peux vous dire, et je le dis clairement, quelle que soit la position que nous aurons à prendre, compte tenu de notre expérience au sein du gouvernement, ou bien claquer les portes, comme on dit, sortir, ce n'est pas une position qui va nous gêner, en quelque sorte. Vous êtes à l'aise avec les deux? On est à l'aise avec les deux positions. D'accord. Là où nous étions... La position la plus difficile dans l'histoire des dernières années, c'était la position que nous avions prise pour participer avec le gouvernement, dans le gouvernement de Kéran 1. Ça, c'était difficile, parce que c'était la première fois. C'était plus compliqué pour le parti. C'était plus compliqué pour le parti. Pour vous, les socialistes, ex-communistes, de faire une alliance avec le PJD, que de sortir du gouvernement aujourd'hui, dirigé par le PJD. Là, c'est le plus dur a déjà été fait. À la limite, sortir, c'est rien de plus facile que sortir. Le plus difficile, c'est de rentrer. J'ai l'impression, Abdel Sadeghi, que vous êtes en train aussi quelque part de dire, ou plus ou moins, de toute façon, le PPS aujourd'hui, voilà, il préfère éventuellement sortir parce que bon, ce gouvernement est perçu comme fragile, comme vulnérable. Non, on ne préfère pas. Si on est obligé de sortir, on sort. Parce qu'à la limite. Mais le PPS restera. Mais personne ne vous oblige à sortir du gouvernement. Non, mais. Écoutez, maintenant, on nous a fait cette humiliation. Demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va venir. C'est une humiliation, bien sûr, pour le fait d'écarter une camarade sans même qu'elle soit avisée. Et sur la base de... Cette fois, ce n'est pas Sa Majesté qui a pris. Ce n'est pas comme le cas de Boussaïd. Il n'a pas été dit qu'il y a suite à une reddition de compte. C'est le chef de gouvernement qui a proposé à Sa Majesté de supprimer le secrétaire sur recommandation, a priori, sur recommandation de Abdel Amara, voilà. Et tout le monde sait que le torchon brûle entre les deux. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu une médiation qui avait été faite aussi entre Nabil Ben Abdallah et Salah Djemil, mais ça n'a pas marché. Ça n'a rien donné. Et nous avons supplié le chef de gouvernement d'intervenir pour rapprocher les points de vue. Il a ce problème. Vous avez carrément supplié? Enfin, on l'a supplié dans la discussion. Oui. Il y avait une rencontre entre le bureau politique et le secrétariat national. C'était pour préparer un programme commun pour travailler ensemble sur le modèle de développement, sur un certain nombre de problématiques, sur la retraite. Et on a dit, écoutez, monsieur le gouvernement, cette question-là risque de nuire à nos relations. La relation à Amara et il faut que vous interveniez, il faut que vous posiez de tout votre poids. Et qu'est-ce qu'il disait à cette époque-là, lui? Je vais essayer... C'est le gars qui est indécis. Il ne dit rien. Il sourit tout au plus. Mais on attend. On a attendu, voilà. Comment il a tranché la question? Ce n'est pas courtois de sa part. Il y a un manque de courtoisie et de fair play. Avant de revenir sur ce qui pourrait conditionner l'avenir politique du PPS en cas de retrait et de départ du gouvernement, juste un petit mot sur Sharafat Afilel. Sur Sharafat Afilel. Oui. Elle est comment? Elle est membre du bureau politique. Membre comme du bureau vous. Politique, oui. Voilà. Comment elle vit la chose intérieurement? Sharafat, c'est une militante. Ouais. C'est une fille, une dame qui a passé plus de sa vie au parti depuis. Il a adhéré en tant qu'enfant dans l'organisation des enfants et puis l'organisation de la jeunesse. Et puis, il a fait vraiment toutes les étapes au sein du politique. Il est suffisamment forte et il a de la personnalité pour digérer le coup. Elle est en train de le digérer ou la digestion est faite? Non, je crois qu'elle a déjà digéré. Je suis sûr. Je ne l'ai pas rencontré depuis, mais on se contacte. Au téléphone, WhatsApp, là, vous discutez voilà, un petit peu. Mais c'est une dame quand même c'était une militante. Quand on est des militants, il faut s'attendre à toutes les épreuves. Et est-ce que justement pour quitter le gouvernement, c'est aussi
pour vous, motivé par le fait que, par rapport à Sharafat Hafidel, quoi. C'est-à-dire, voilà, ce parti Non, aussi, on est une famille politique, non, une famille de pensée. Que, voilà. Là, c'est pas... Non, ça n'a rien à voir avec Sharafat Hafidel. Non, chez nous, c'est pas ça, rien à voir. Il faut une fois que nous arrivions à la conclusion que tout ce qui s'est passé doit nous inciter à quitter le gouvernement, on va quitter le gouvernement. Mais s'il y aura des discussions avec le chef du gouvernement et que ce qu'il donne, c'est en fonction des réponses qu'il va nous donner, et j'espère qu'il va les donner, des réponses convaincantes et clairement exprimées, donc je crois qu'on va revoir notre... Jusqu'à maintenant, on n'a pas pris de position. On n'a pas pris de position. Et je vais vous dire assez, Rachid, le parti restera tel qu'il est. C'est un parti qui va être toujours à continuer à servir l'intérêt de notre pays, à défendre les intérêts suprêmes et les causes nationales de notre pays, à défendre la cause des masses populaires et des héritiers pour lesquelles il est créé depuis 1943. Ça va être bien sûr, c'est notre ADN. Majorité opposition. Majorité opposition. C'est peut-être les rôles vont, le langage, le rôle va changer, c'est certainement. Mais soyez sûr que nous allons aussi exceller dans l'opposition. D'accord. Mais justement, il y a des voix qui s'élèvent aussi en disant de toute façon le PPS, il peut partir. Parce que de toute façon, il pèse quoi? Il pèse 10, 12, 13, 14, 15 parlementaires. Son poids électoral est quasi insignifiant. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, de toute façon, ça ne change rien. Le dire, c'est méconnaître la force des partis. Je crois qu'il faut... Ce n'est pas parce que je suis un militant du parti que je vais défendre le parti. Il faut juger les choses objectivement. Dois-je rappeler que dans le passé, on n'avait même pas 15 parlementaires. Il y avait un seul parlementaire, en l'occurrence Feu Aliata. Et la voix des partis... C'était il y a plus de 40 ans. Oui, mais rien... C'est le temps, bien sûr. La voix des partis va continuer à se faire entendre. Vous concevez comme moi que si vous aviez parce que le parti, il est crédible. Une cinquantaine, une soixantaine de députés, peut-être que dans la prise de décision, dans la motivation de faire, on réfléchit à deux fois. Nous sommes des gens réalistes. Je ne peux pas vous dire, Monter, que voilà, on peut avoir 60 députés au Maroc, le parti. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti d'avant-garde. Nous sommes un parti qui réfléchit, un parti rationaliste, qui ne verse pas dans le populisme, qui ne cherche pas à tout prix gagner des voix. C'est ça la différence. Mais quand on fait de la politique, c'est pour gouverner. Oui, d'accord. Pour gouverner, bien sûr. On ne fait pas de la politique pour être dans l'opposition ou passer son temps dans l'opposition. On a gouverné parfois, on a participé avec un seul ministère, on a participé avec 3, on a participé avec 2, on a participé avec 5, on a participé avec 3. Mais le poids des partis étant le même dans la société. Parce que la voix des partis, quand un militant parle, il parle au nom des partis. Et le parti, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une histoire, c'est une vision, c'est un projet de société. Nous, on ne recourt pas à des bureaux d'études pour nous confectionner nos programmes. Nos programmes politiques... Vous parlez d'autres formations politiques? Non, je ne parle de personne. Ah ben, je sais pas, vous dites qu'il y a des partis qui sollicitent des cabinets de conseil pour leur délivrer des programmes électoraux clés en main. Nos programmes sont confectionnés par des militants. Bon ou mauvais, mais c'est nous qui les confectionnons. Suite à la discussion avec les gens, dans les sections, dans les cellules, dans les organisations de base, etc. Et parce que ça répond à des préoccupations. On va revenir après sur les préoccupations, parce que je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi, mais juste dans l'hypothèse, je dis bien dans l'hypothèse où le PPS décide collégialement de quitter le gouvernement, c'est-à-dire que vous allez rejoindre l'opposition, est-ce que vous n'avez pas peur? Il y a une opposition déjà avec des partis comme l'Istiqlal, qui est un nouveau secrétaire général qui est assez présent, avec le parti Authenticité et Modernité. Est-ce que vous allez retrouver une place, une existence, ou est-ce que, comme certains pronostiquent, le parti risque de mourir beaucoup plus vite s'il quitte le gouvernement? Non, on ne va pas mourir. Si on devait mourir, on serait mort après l'effondrement du mur de Berlin. Pourquoi? Parce que nous sommes... Là, c'est le communiste qui parle, là, c'est le colorat idéologique. Bien sûr, parce que nous sommes quand même... On n'est pas notre histoire, la CRH. Nous sommes le continuateur des partis communistes marocains et des partis de libération et de socialisme. C'est ça, c'est notre histoire. On ne la nie pas, au contraire. C'est une source d'enrichissement. Et aucun pays au monde ne peut nier son histoire. Nous avons une histoire dont nous sommes fiers. Et Dieu merci, vous pouvez toujours revenir à la littérature du parti. Depuis 1943, on a toujours pris des décisions sages
des décisions qui répondent vraiment à la préservation de l'intérêt du pays, même dans les moments les plus difficiles. On a été interdit plusieurs reprises. C'est-à-dire, des moments les plus difficiles, d'ailleurs, on est dans une conjoncture un peu difficile, politiquement, mais surtout économiquement. La machine économique a du mal à repartir. Et sûr. Et ben on se dit, voilà, je suis en train sans vouloir me gratter la tête, mais c'était comme par hasard, je dis bien comme par hasard, c'est le moment choisi par le PPS pour quitter le navire. Non, nous, on ne choisit pas. Les formes Si on d'opportunisme nous politique. accuse, Oui. on connaît que la situation politique est difficile, économique, pardon, est difficile. Oui. D'ailleurs, si vous revenez à nos derniers communiqués du bureau politique depuis pratiquement la formation du gouvernement, on a toujours attiré l'attention du chef du gouvernement qu'il faut accélérer la cadence. Il faut répondre aux préoccupations. Il y avait des manifestations de problèmes de l'eau, exactement, la soif. Il y avait des événements de Jarada, il y avait les événements de Hassima qui nous interpellaient. Et le chef du gouvernement, vous écoutez pas? Qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait d'une oreille? Pour lui, les choses sont bien. Il dit que le bilan est positif et qu'il fait des choses. Parce qu'un gouvernement, c'est ça son problème. Mais pourquoi, à ce moment-là, vous n'avez pas décidé quelque part de dire, voilà, là, nous, on ne peut plus continuer avec vous. On a fait ce qu'il fallait faire. On n'est plus d'accord avec votre politique. Mais nous, on travaille dans un cadre responsable, au niveau de la majorité. On exprime nos positions. Quand il y a, à chaque fois mais vous avez des comptes à rendre aux Marocains. S'il y a une politique qui est menée, qui ne répond pas aux besoins et aux attentes des populations, je me dis, c'est l'espèce de grand écart que le PPS doit faire qui est compliqué. On ne s'est jamais dérobé, mais les Marocains savent aussi que nous sommes dans une coalition de ces partis politiques. Donc solidarité totale. Il faut un minimum de solidarité. Il faut être solidaire aussi. Il faut un minimum de solidarité, sinon on ne peut pas continuer à gouverner ensemble, c'est normal. Si chacun tire de son côté. Il faut faire des concessions, mais il faut au moins que les choses avancent. Et malheureusement, depuis quelques mois, les choses n'ont pas l'air d'avancer comme En tout cas, j'ai bien compris, la tendance, c'est 50-50 aujourd'hui, entre rester et partir. Oui, globalement. Non, peut-être c'est comme sincèrement, moi j'ai vu des chiffres 50-50, parce qu'on n'a pas de baromètre. On a bien compris que le PPS était prêt d'après ce que je lis, oui. ça va être difficile, quelle que soit la position. Difficile pour départager à la limite des choses. Mais ça va se préciser d'ici le 22 septembre. D'accord. Et ça se fera quoi? Un vote à main levée, comme pour l'élection de généralement, on vote à main levée, oui. Vote à main levée. Ça sera public? Ça sera le 22 public. Ça sera public. On l'a toujours fait. Ça sera public. Tous nos votes sont publics. On ne vote à bulletin secret que lorsqu'il s'agit de personnes. Mais quand il s'agit d'exprimer des positions, il faut le dire publiquement avec à main levée. Avant d'aller sur le terrain de l'économie et de l'emploi, parce que je rappelle que vous avez été ministre en charge de l'emploi, quelle est pour vous la différenciation que vous feriez entre le chef de gouvernement que vous avez connu, avec qui vous étiez son ministre, en l'occurrence Abdelhamid Kiran, et Saladin Othmani? Est-ce qu'il y a un distinguo? Peut-être. Abdelhamid Kiran, c'était le populiste par excellence, par définition. Peut-être que je reprendrai la formule de feu Hassan II, je crois, Sa Majesté Hassan II, sa mémoire est bonne. Il y a l'homme, il y a le style. Et donc, c'était quoi? C'est-à-dire, c'est le même référentiel. Idéologique. Idéologique, le même référentiel. Il n'y a pas de changement entre. Mais il y a deux styles différents. Ben Kiran, ce n'est pas l'Othmani, absolument. Et Saladin Othmani n'est pas Abdelhamid Kiran. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est pour cela qu'apparemment, ils ne s'entendent pas entre eux. C'était la même. Ils ne s'entendent pas. La preuve en est, c'est que le parti est pratiquement division en deux clans. On rencontre aussi des difficultés. Mais non, moi, je n'ai pas à m'ingérer dans les affaires intérieures. Ça, on a bien compris. Donc, on va basculer, si vous permettez, Abdeslam Salihri, sur la dimension économique. Conjoncture économique difficile aujourd'hui. La situation de l'emploi. Vous étiez, vous, aux responsabilités en charge de l'emploi. J'ai envie de vous dire, sans aucune provoque et sans aucune provocation, entre la situation où vous étiez, vous, ministre de l'Emploi, c'est-à-dire la situation du chômage, et aujourd'hui, rien n'a évolué. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Abdeslam Salihri n'a rien fait pendant son mandat, n'a rien fait, c'est-à-dire obtenu aucun résultat, à savoir réduire le chômage? Ou voilà, j'essaie un peu de comprendre. Non, parce que la situation de l'emploi, on arrive... D'abord, la fonction du ministère de l'Emploi, ce n'est pas de réduire le chômage. C'est parce que la création d'emplois ne relève pas uniquement... Non, on n'est pas du tout du ministère de l'Emploi. C'est pas le ministère de l'Emploi qui crée l'emploi. C'est pas le ministère de l'Emploi qui fait l'emploi. Le ministère de l'Emploi, il fait autre chose. Bien sûr, il aide à travers les politiques publiques de l'emploi. Tout ce qui est l'action de la NAPEC, c'est le ministère de l'Emploi qui chapeaute. Mais au niveau de l'investissement, au niveau de l'amélioration de l'investissement, c'est la politique gouvernementale dans son ensemble. C'est pour cela que nous avons, à l'époque, quand on est ministre de quand l'Emploi, j'étais ministre de l'Emploi, est-ce qu'on a des comptes à rendre au niveau de la situation de l'emploi? Quand
Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous avons des comptes à rendre sur tous les problèmes quand on est ministre. Nous sommes redevables et comptables de tous les problèmes, pas uniquement sur l'emploi. Non, parce que si vous me dites, oui, mais quand on est ministre de l'Emploi, on est tributaire d'une croissance économique peut-être c'est et pas des le moment. politiques économiques qui sont menées. Est-ce que c'est pas une manière de se défausser aussi? Peut-être c'est pas le moment d'y passer, Oui. de vous dire tout ce que j'ai fait quand j'ai déroulé les 3 mois, les 3 ans. Non, j'aimerais savoir ce que vous avez pas 3 fait. ans que j'ai passé. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à faire? Ouais. On a fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses, sincèrement. Mais il y a toujours un envie de faire plus. D'abord, Vous n'avez pas réussi à faire baisser le chômage. On est toujours mais autour de 10. mais on a réussi quand lorsque même. vous y étiez, et aujourd'hui, on est juste légèrement en dessous de 10. On a réussi à le stabiliser. C'est quoi? D'ailleurs, c'est resté entre 9 et 10%. Oui. Et ça reste à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a, chaque année, si j'achète un chiffre, plus de 200 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail. Et je l'ai toujours dit, et je le redirai aujourd'hui avec force, si on compte uniquement sur l'économie pour faire baisser le chômage, ça va être c'est une tâche difficile. Pourquoi? Parce qu'on crée, bon an, mal an, on réalise un taux de croissance de 4%. Dans le meilleur, 4% maintenant. Et là, on risque de faire un peu moins cette année. Mais on est autour entre 3,5 et 4. 3,5 et 4. Oui. Quand on sait que dans le temps, un taux de croissance, un point de croissance, arrivé dans le temps à créer 30 000 emplois. Depuis un certain moment, il ne crée plus 30 000 emplois. Non, il crée moins de 20 000 emplois. Entre 15 et 20 000. Donc on va créer 70 000 emplois. C'est des prix. J'ai une question à ce Voilà, c'est le problème. Vous avez complètement raison. Vous avez la caméra qui est là. En 2015, vous aviez annoncé, lorsque vous avez fait l'annonce de votre stratégie nationale de l'emploi, SNE, c'est bien ça? Oui, SNE. Vous aviez annoncé la création, la promesse, l'engagement en tout cas, de créer 200 000 emplois 200 000 emplois par an. Exactement. Donc, est-ce que là, c'est quoi? C'était le domaine de la schizophrénie? Mais malheureusement, non, c'est pas la schizophrénie. D'abord, je vais vous dire, le travail que nous avons préparé, la stratégie nationale de l'emploi, ça a pris 2 ans. C'est vrai, ça, un an de diagnostic et un an d'élaboration. Élaboration, exactement. C'est énorme, vous imaginez? Non, mais parce qu'on a fait une approche participative. C'est pas un bureau d'études qui nous a fait ça. Un bureau d'études nous a accompagné. C'est l'émanation du terrain. C'est l'émanation du terrain, discussion, des partenaires sociaux. Pour la première fois, nous avons fait participer et la CGM et les organisations syndicales représentatives, les départements ministériels les concernés par l'emploi, notamment le ministère des Finances, le ministère de l'Agriculture, le ministère tous les ministères qui sont créateurs d'emplois, enfin le secteur productif, l'artisanat. Et nous avons élaboré la stratégie. Nous avons été suivis par le Bureau international du travail qui a jugé dans ses documents officiels que le document qui a été produit, c'est l'un des meilleurs produits jusqu'à maintenant. Sur papier. Mais sur le papier, bien sûr. Mais le problème, ce n'est pas Sadiq Abdeslam, celui qui venait après, de mettre en pratique la stratégie de l'emploi. C'est au gouvernement de son ensemble. Je dois dire sans... De faire converger toutes les politiques publiques et d'avoir une priorité au niveau de l'emploi. Exactement, parce qu'il y avait des axes. C'est la convergence des politiques publiques autour de... Vous imaginez, vous me dites ça. C'est le problème qui reste actuellement, qu'il faut trancher. Autrement dit, faire de l'emploi la question de tout le gouvernement. Heureusement, je dois constater qu'il y a une évolution. Une évolution sur le papier. Oui. Le programme actuel du gouvernement inscrit les 3 priorités, c'est l'éducation, la santé et l'emploi. C'est une bonne chose. Oui, mais là, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été mis en place? D'ailleurs, le souverain a fait un discours dans ce sens au mois d'août dernier, en disant voilà, je veux que d'ici la fin de l'année, qu'il y ait une vraie réflexion, une plateforme avec des solutions en l'emploi pour créer de l'emploi et créer des avenirs et perspectives pour les populations et les jeunes en particulier. J'ai roulé le discours de Sa Majesté à l'occasion de la fête de la Révolution des rois et des peuples. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas arrivé à faire en tant que ministre de l'Emploi que vous préconiseriez à faire là pour relancer l'emploi? Je crois que les propositions annoncées par Sa Majesté sur lesquelles le gouvernement doit commencer à travailler, parce qu'il faut organiser cette rencontre nationale avant la fin de l'année. Oui. Donc il ne reste que pratique. Mais attention, avec des solutions. Hein. Oui, avec des solutions. À part pas l'arme, c'est pas une nouvelle instance. Mais au déjà, conseil déjà, je crois que nous avons un certain nombre de choses qu'il faut les mettre en pratique. Comme quoi, par exemple? Tout ce qui est la question de l'employabilité. Donc la formation professionnelle. Formation professionnelle. Ça va demander du temps. C'est important. Oui, mais ça va demander du temps. D'ailleurs, tu as parlé de la stratégie nationale de l'emploi. Nous avons aussi une stratégie de la formation professionnelle qui a préconisé la formation de 10 millions de jeunes dans un délai de 5 ans.
avec une enveloppe budgétaire de plus de 30 milliards de dirhams, y compris la participation du secteur privé. Donc, le problème, c'est l'implémentation. Il faut mettre en œuvre des choses, des engagements. Et c'est là où nous avons un déficit. Ce n'est pas uniquement pour la stratégie de l'emploi. Combien de lois, c'est Rachid, que nous avions votées? Des lois excellentes, formidables. Mais malheureusement, sur le papier, mais l'application, c'est un problème à nous. C'est un problème de gouvernance et de coordination et de mettre en musique. C'est ça le rôle des chefs de gouvernement, justement. Il faut dynamiser. C'est pas un dynamiteur, c'est pas dynamiser. Non, c'est pas seulement. Est-ce que nous sommes dans cette situation aujourd'hui de blocage où on suffoque parce qu'on n'arrive pas à relancer la machine économique et l'emploi? Nous sommes dans une situation de lenteur. Et que pour vous, c'est de la responsabilité du chef de gouvernement. Entre autres. Bien sûr, parce que la responsabilité, il change d'intensité au fur et à mesure. C'est ma manière de conseiller. Au fur et à mesure qu'on avance dans la hiérarchie. La responsabilité, tout le monde est responsable, y compris le président de la commune. Les présidents des régions, ils peuvent aussi dynamiser l'emploi. Les présidents de communes, ils peuvent dynamiser l'emploi, contribuer. Mais la responsabilité première, c'est le chef de gouvernement. Et on n'est pas chef pour rien. Et si on parle de l'entreprise, vous êtes comme moi. L'entreprise également. Je rappelle que vous êtes avant d'avoir été ministre, vous avez été économiste, professeur universitaire, et vous le suis toujours. Quand on va au contact des chefs d'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise qui crée la richesse. D'ailleurs, vous l'avez dit, je sais, dans une sortie qui avait un petit peu suscité des interrogations, vous avez fait une déclaration publique en 2016, je crois, en disant la fonction publique, l'administration ne crée plus d'emploi. Donc c'est l'entreprise. Oui, c'est l'entreprise. C'est bien ça, c'était en 2016. Mais moi, de me dire, voilà, l'entreprise aujourd'hui, quel est son principal souci, Abdeslam Sadeghi? Ça dépend. C'est une entreprise citoyenne. Son premier souci, c'est d'abord, il faut qu'il jouisse d'un climat favorable, un investissement, c'est important. Et là, les mesures annoncées par Sa Majesté le Roi lors du discours du trône, c'est important. La création des séries, enfin la révision, favoriser l'investissement, mettre fin à la bureaucratie administrative, réduire la paperasserie administrative. Un guichet unique, c'est important. Le guichet unique aussi bien au niveau de l'investissement que le guichet unique au niveau du social, parce que c'est lié, parce que tout ce qui contribue à faciliter les choses, il faut y aller. C'est ça l'important. Je l'ai écouté hier avec mon collègue M. Mustafa Sahimi qui était là. La nouvelle charte d'investissement, il faut la mettre en œuvre rapidement. Nous prenons beaucoup de temps. Une loi en général. Vous-même, vous avez pris du temps. Vous me dites que pour mettre en place votre stratégie, la stratégie nationale de l'emploi, vous avez pris 2 ans. Mais là, c'était. Pourquoi? Parce qu'on a fait une stratégie qui transcende l'action gouvernementale. C'est 2025. Donc il fallait prendre le temps qu'il faut. Juste, est-ce que Mohamed Yatim, l'actuel ministre de l'Emploi, qui vous a succédé, est-ce qu'il applique à la lettre votre stratégie ou lui aussi il a réinventé une stratégie? Juste parce que des fois on dit voilà, dès qu'on change de ministre, on change aussi de stratégie. Non, il a changé le terme stratégie, je le comprends, par le terme de programme. Ouais. C'est-à-dire ils essayent justement de reformuler la stratégie sous forme d'action, de moyens d'action. Puis avec approche territoire, il veut modéliser par région. Ça, c'est moi-même qui avais initié cette approche régionale. En tout cas, on est dans la continuité. Dans la continuité, mais malheureusement, dans la continuité, mais j'ai l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que je l'aurais espéré. C'est-à-dire que Mohamed Yatim ou Saladin Latoumbeni, même combat, ils vont tous les deux, ils ont la même vitesse. C'est ce que vous êtes en train de dire? C'est un jugement subjectif, mais c'est l'impression que j'ai de l'extérieur. Moi, je suis plus volontariste. J'aurais aimé accélérer les choses, de secouer davantage le cocotier. J'ai été voir les régions pour les impliquer davantage. On a trouvé les moyens d'accompagner, etc. Mais je crois, mais je n'ai pas les informations exactes pour porter un jugement définitif. Mais d'après ce que je lis, on n'avance pas comme il se doit. Parce qu'il y a aussi la question des moyens financiers. Là, quand je dis que le gouvernement inscrit l'emploi comme priorité, c'est bien. Mais combien de moyens financiers qui sont débloqués pour l'emploi? Les mesures d'emploi, c'est pas suffisant. Juste la dernière petite question. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'en subventionnant l'emploi, ça peut être pérenne? C'est-à-dire en soutenant l'emploi, c'est quelque part cofinancer aussi l'emploi et le subventionner. Donc on a vu que ça, c'est pas quelque chose de tenable. S'il y a un domaine à subventionner, c'est justement la création d'emplois. C'est dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Par des aides directes à l'entreprise, allègements fiscaux. C'est lié, par exemple,
tous les avantages qu'accorde l'État, les exonérations fiscales, il faut les lier en partie à la création d'emplois. C'est-à-dire que vous, vu qu'on est en plein débat sur la loi de finances 2019, il faudrait réorienter la dépense fiscale. Il faut réorienter la dépense fiscale à l'emploi. Au moins que c'est du concret. Parce que sinon, on ne peut pas donner comme ça des exonérations fiscales à la dépense fiscale pour quelque chose qui ne soit pas quantifiable et qu'on ne peut pas évaluer par la suite. En tout cas, on attend impatiemment. D'ailleurs, je vous remercie parce qu'on arrive au terme de l'émission. C'était passionnant. C'est aussi rapide que ça. C'est animal, mais ça veut dire que c'était intéressant. En tout cas, et donc, PPS, PJD, décision du parti du Progrès du Socialisme souverain, le 22 septembre, ça sera public. Il y aura un vote à main levée. À main levée, bien sûr. Mais c'est sûr que d'ici là, on arrivera à une position au niveau des partis, parce que c'est un parti que je connais, dans lequel j'ai passé des décennies. Ça va pas, on arrivera à un quasi-compromis. Il y aura certainement des voix discordantes. Mais le parti... Il y a des mauvaises langues. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Il y a des mauvaises langues qui, de toute façon, le PPS a déjà été rétribué. Il y a des postes dans l'administration qui ont été attribués à des personnes et des gens proches du parti pour compenser un petit peu la suppression. Non, mais c'est un faux one-talk, ça. Ça, c'est des propos qui ne tiennent pas debout, Rachid. Écoute, le parti, c'est un parti national. Il est prêt, et bien sûr, comme tous les partis, il doit contribuer à prendre ses responsabilités là où on l'appelle. Si on nous appelle pour un poste d'ambassadeur, comme c'était le cas pour Cheikh Khaled Nasseri, pourquoi pas? Il a été nommé en Jordanie. Il a été en Jordanie. Apparemment, il a été surpris de la prendre. Et c'est une surprise, peut-être même pour lui, mais c'est un camarade quand même qui va faire œuvre utile pour notre pays. Là, il n'a pas été prévenu, c'était une bonne surprise. Vous n'avez pas dénoncé le fait qu'on ne nous a pas prévenu. Non, il a été prévenu avant d'être nommé quand même. Oui, non, mais je veux dire, apparemment, il a été prévenu avant d'être nommé. Bonne surprise, c'était pas prévu forcément. Non, il y a parfois il y a parfois des urgences dans les affaires de gouvernement. Et c'est déjà une belle compensation d'avoir Khaled Nasseri qui soit nommé ambassadeur du Maroc en Jordanie. C'est mérité, et puis c'est quelqu'un qui a une expérience qui peut être utile pour notre pays. Donc surtout dans une région... C'est un bon point pour le parti aussi. Surtout dans une région très sensible où le pays est appelé à jouer un rôle considérable. Vous savez, c'est pas n'importe quelle région, c'est la région du Moyen-Orient, c'est la région de tous les problèmes. Donc il faut un ambassadeur qui soit vraiment avisé, qui est pondéré, qui est informé, qui peut jouer un rôle positif. Merci en tout cas, Absem Sadri. Merci à vous. Et ça, donc, il y a des choses qu'on aurait pu dire, malheureusement. On refera le match, c'est ce qu'on dit. Bien sûr. Merci en tout cas à vous. Et je vous souhaite une bonne journée. Puis on suivra de très près le verdict du 22 septembre prochain. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Et bon courage pour ce que vous faites.